Et on va plus loin avec notre invité Yves Doutrillo. Bonjour et merci de répondre à France 24. Vous êtes ancien porte-parole adjoint du Quai d'Orsay. Vous enseignez actuellement à Paris-Dauphine. Cela fait maintenant 10 ans que les BRICS se réunissent chaque année. Est-ce qu'ils sont devenus, au fil du temps, un anti-G7 ? C'est un peu l'idée. Alors le paradoxe, c'est que la notion de BRIC, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, qui est devenue ensuite BRICS avec l'Afrique du Sud, c'est un concept qui vient de Goldman Sachs et de son chef économiste au début des années 2000. C'était des conseils aux investisseurs: si vous voulez gagner de l'argent, investissez dans ces pays qui sont des pays émergents. Mais ce n'est que 10 ans après, donc vers 2009 exactement, que s'est réuni un premier sommet BRIC, et puis après en 2011, BRICS. Alors, il y a clairement eu l'idée chez ces leaders de faire une sorte d'anti-G7 et en particulier de contester les organisations financières internationales nées à Bretton Woods au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et voulues par l'Amérique, les pays occidentaux, et développées surtout après la fin de la guerre froide. On veut faire en quelque sorte un contre-pouvoir sur le plan économique et financier. C'est la raison pour laquelle ils ont créé une banque, d'ailleurs, en 2015-2016, la New Development Bank, dotée de 100 milliards de dollars, et dans laquelle, effectivement, les pays du BRIC sont les dirigeants. Ils veulent mettre en avant l'égalité des États. Chaque État a la même voix au BRIC et dans cette banque, alors que vous savez, au FMI ou à la Banque mondiale, le poids des États dépend de leur participation au capital. Et aujourd'hui, c'est encore les États-Unis qui tiennent une minorité de blocage au Fonds monétaire international. Et donc, c'est ça que contestent les pays du BRIC. Mais c'est aussi devenu une contestation politique. C'est sans doute plus récent. C'est pour ça qu'on parle de tentative de désoccidentalisation du monde. Et là, évidemment, à la manœuvre, vous avez la Chine, mais aussi la Russie, même si le président Poutine est absent, puisqu'il est poursuivi par la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, ça montre, l'exemple de la Cour pénale internationale, ça montre le caractère un peu hétéroclite quand même de ce BRICS, puisque l'Afrique du Sud, c'est une démocratie, c'est un État de droit qui est signataire des statuts de la Cour pénale internationale et qui a fait comprendre à M. Poutine que mieux valait qu'il ne vienne pas, sinon il pourrait être soumis au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Vous voyez, alors que, évidemment, ni la Chine, ni la Russie, ni l'Inde ne sont membres du statut de la Cour pénale internationale. Est-ce que néanmoins la guerre en Ukraine a été un bon exemple de ce non-alignement des BRICS à part le Brésil, il n'y a aucun pays membre qui n'a condamné l'invasion russe. Il y a une sorte de russophilie au sein de ce club ? Je crois qu'il y a surtout la volonté de ne pas continuer à être embringué, si je peux m'exprimer ainsi, dans des combats conduits par les pays occidentaux. Ils ont estimé que cette affaire d'Ukraine, c'est une affaire entre pays occidentaux, et eux, à tort, ils ont pensé qu'ils n'étaient pas concernés. Alors le Brésil l'a condamné cependant, mais l'Afrique du Sud, comme d'autres pays africains ou du Moyen-Orient, n'ont pas souhaité ni s'associer aux sanctions, ni condamner l'invasion russe. Ils se sont abstenus en fait aux Nations Unies. Mais pour autant, je ne pense pas qu'ils cherchent forcément tous, de manière unanime, à prendre des distances avec les pays occidentaux. Regardez l'Inde, par exemple. C'est un partenaire stratégique des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Parce que l'Inde est en rivalité stratégique avec la Chine. Donc l'Inde fait partie d'un groupe avec le Japon et l'Australie qu'on appelle le Quad, qui vient d'être renforcé. Donc vous voyez que ce concept de BRICS anti-occidental, c'est un peu bancal, parce que certains des membres du BRICS ne partagent pas forcément cette vision de la Chine et de la Russie. C'est peut-être bancal, mais ça attire de plus en plus de pays. Il y a une dizaine de pays qui sont officiellement candidats à l'adhésion des BRICS, notamment l'Algérie, on en a beaucoup parlé, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie, l'Iran, le Venezuela, le Nigeria. Comment vous expliquez cette affluence ? Moi, je crois que beaucoup de pays, que parmi ceux que vous avez cités, et ils ne sont pas les seuls, se plaignent un peu du poids excessif des États-Unis d'Amérique et du dollar en particulier, pour revenir aux questions monétaires que j'évoquais tout à l'heure avec le FMI. On veut un peu dédollariser le monde et les Chinois, évidemment, veulent promouvoir le yuan. Encore faut-il qu'ils puissent se mettre d'accord sur une autre monnaie. Mais je vous signale quand même que la dédollarisation du monde,
C'était un peu aussi l'idée de l'euro quand Jacques Delors a créé et l'Union européenne a créé l'euro, c'était aussi pour qu'il y ait une autre monnaie de réserve mondiale. Et l'euro monte. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces pays du BRICS utilisent l'euro contre le dollar. Et nous-mêmes, Français, nous avons été victimes parfois de la dédollarisation du monde, de la dollarisation, pardon, du monde. C'est comme ça que la BNP, la Banque nationale de Paris, était lourdement sanctionnée par des sanctions extraterritoriales américaines. Elle a dû payer 10 milliards de dollars au département de la justice des États-Unis pour avoir utilisé le dollar plutôt que l'euro, avec un pays qui était sous sanctions américaines. Vous voyez, d'une certaine façon, l'Europe gagne aussi à la multipolarité. Et d'ailleurs, vous avez peut-être même noté que le président Macron, à un moment, était intéressé pour devenir observateur, pas membre du BRIC, mais être invité à Johannesburg pour être observateur. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, d'ailleurs, ce serait peut-être possible, de faire partie de cette New Development Bank. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas forcément, même si la Chine et la Russie en font un instrument anti-Occident, on peut avoir une vision plus pondérée et relever que pourquoi pas les pays du Sud s'associent ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément contre. D'ailleurs, la plupart de ces pays font partie d'un groupe commun avec l'Occident, le G20. C'est vrai. La Chine, pour revenir sur l'Inde préside actuellement le G20. Juste une dernière question pour revenir sur, sur la monnaie verte, hein, le dollar, hein, qui domine le commerce mondial. Est-ce que la création, vous parliez de l'euro, d'une monnaie unique entre les membres du BRICS est une gageure, ou est-ce que c'est possible? Ça me paraît assez compliqué, mais pourquoi pas. On a même parlé d'une crypto-monnaie du BRIC. Alors là, on entre vraiment dans des considérations ultra techniques et je ne suis pas sûr que les chefs d'État et de gouvernement puissent réellement en débattre. Il faudrait que ce BRIC, en fait, se structure davantage, peut-être avec cette New Development Bank, rassembler les techniciens, c'est-à-dire les ministres des Finances, pour évoquer cette possibilité. Mais c'est dans l'air, mais je ne pense pas que ça puisse être mis en œuvre très concrètement, immédiatement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut aller vers une descente, enfin une réduction du rôle du dollar dans le commerce international. D'ailleurs, la Chine et la Russie ont décidé maintenant de commercer principalement en yuan et non plus en dollars, voire en euros. Donc on va avoir dans les réserves mondiales une plus faible proportion du dollar. Et franchement, vu du point de vue français, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Merci beaucoup Yves Doutrillo de nous avoir éclairé sur France 24.